Première question, Monsieur Poudry. Alors, on va vous passer un micro, Patrick Lipka va... Voilà. C'est une réflexion que je me suis faite en voyant les images. Est-ce qu'avec la voltige déclenchée, telle qu'on la pratique aujourd'hui, est-ce que d'une certaine façon on ne perd pas le sens de l'air? C'est une bonne question. Et j'ajouterais que M. Baudry est lui-même pilote. Je vais commencer. Si ça marche, voilà. Je vais commencer par répondre à la question, et puis peut-être que Catherine complétera s'il y a un point de vue différent. Sur les déclenchés, en fait, on l'a vu même dans les images du film des années 30, ils en faisaient déjà à cette époque-là. Et toutes les manœuvres de déclenchés, toute la voltige, même avec les figures composées qu'on connaît maintenant, ont été découvertes dans les années 30. Alors, moi je trouve que c'est une figure qui est très intéressante parce qu'effectivement l'avion est complètement décroché, donc on a l'impression que l'efficacité aux commandes est un petit peu différente. Mais au contraire, il faut pouvoir se récupérer. C'est quand même finalement, je dirais, un peu l'équivalent, c'est de savoir déraper en virage avec une voiture et savoir récupérer après le virage. Donc, je trouve que techniquement, c'est une figure qui est très intéressante à connaître. Après, bon, peut-être l'utilisation dans le vol normal, bon, son utilisation est peut-être un petit peu moins évidente, mais moi je considère que ça fait partie du sens de l'air que de savoir, en fait, en tout cas, savoir ce que c'est. Je pense qu'on peut en profiter pour se demander qu'est-ce que c'est vraiment que le sens de l'air, ou comment vous le comprenez, parce que à partir du moment où effectivement ça tourne, c'est la figure déclenchée, elle fait simplement que vous acceptez de donner à l'avion une certaine part de liberté, mais vous savez aussi que vous pouvez l'arrêter à tout moment. C'est-à-dire qu'on va le provoquer, on le lance, et ensuite, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on regarde, on compte, on tourne, mais on sait exactement où on veut l'arrêter. Mais c'est la petite part de liberté de l'avion, je dirais, mais pour le sens de l'air, on sait toujours où on est, je pense que c'est un plus. La réponse vous convient-elle? Quand vous dites le sens de l'air, qu'est-ce que ça veut dire exactement en fait? Simplement qu'on accepte de laisser les filets d'air. Oui, c'est d'être en communion avec l'avion, où on n'a pas forcément besoin de regarder les instruments pour savoir, bien le piloter, quoi. Savoir si quand on dérape parce qu'on veut déraper, ou bien voilà, c'est de sentir aussi les différentes, alors ça c'est vraiment surtout en planeur, de sentir les mouvements verticaux de l'air, de façon à ne pas se mettre en situation de décrochage intempestif par exemple. Voilà, c'est un peu ça, bon, ce que j'appelle le sens de l'air. Oui, je comprends pas. Alors là, on est exactement dedans parce qu'on est en situation de décrochage, mais désiré, déclenché, justement. Décrochage complètement maîtrisé, quelque part. Alors on laisse l'avion tourner, mais c'est vraiment quelque chose de totalement contrôlé au départ et à l'arrivée, et on le laisse tourner. Je crois que ça en fait vraiment partie, oui. Ouais. Oui, moi j'aurais le même point de vue en fait. Une autre question? Ben, si vous n'avez pas, je voudrais poser une question d'abord. Comment, enfin, pour M. Boulanger, comment il a vécu 2013? Parce qu'au départ, quand on a fait ce film, c'était en courant de l'été, on ne savait pas comment ça allait se terminer les championnats du monde. Et même on avait prévu plusieurs versions. Au cas où c'est les Russes qui nous auraient battus, on aurait fait le parallèle avec Nesterov et que l'histoire se continuait 100 ans après. Là, que vous avez vécu ce grand chelem, c'est comme ça qu'on a appelé le film. Oui, alors ça a été un grand chelem puisque l'équipe de France a pu remporter toutes les médailles qui étaient à la fois masculines, féminines et puis par équipe. Alors nous non plus, on ne savait pas que ça allait se terminer comme ça, parce qu'une compétition, par définition, c'est jusqu'à la fin où on voit un peu qui a pu la remporter.
C'était une grande aventure parce que ce championnat s'est passé aux États-Unis et donc il a fallu amener les avions là-bas. C'est pas des avions qui se convoient très facilement, donc il fallait tout démonter. Il fallait les transporter soit par mer, soit par air pour certains. Après tout remonter et après s'entraîner pour pouvoir essayer de bien figurer durant ce championnat. Donc ça a été vraiment une aventure mécanique, humaine aussi, parce que bon, on part pendant un mois et il faut être bien organisé, il faut bien s'entendre avec l'ensemble de l'équipe. Et à ce niveau-là, ça a été vraiment une très très belle expérience à vivre. Alors en plus de ça, on a été gratifié par un très bon résultat. Mais ça s'est vraiment joué à rien, hein, parce que ce championnat, de par sa présence dans les États-Unis, je pense qu'il y avait beaucoup de pilotes qui avaient à cœur de très bien figurer. Donc on a pu constater qu'il y avait un niveau technique qui était très élevé, même par rapport aux années précédentes. Donc les gens sont arrivés très affûtés pour essayer de très bien figurer. Et la compétition a vraiment été très chaude entre les Russes et surtout les Américains qui aujourd'hui ont quelques pilotes qui sont vraiment très spectaculaires, notamment dans la deuxième épreuve qu'on appelle l'épreuve libre, où là on voit qu'il y a une manière de faire américaine qui moi me plaît beaucoup en tout cas. Et au final la victoire s'est remportée et s'est jouée vraiment à rien du tout. Je vais rajouter un petit truc, je crois qu'ils sont particulièrement méritants parce que, en fait, quand on arrive dans un championnat comme ça dure presque 2 semaines et vous allez voler 4 fois 10 minutes maximum. Tout le reste du temps, c'est de l'attente, c'est de l'inquiétude, c'est du stress et c'est à ça qu'il faut résister. En fait, quand on arrive à un championnat, la plupart des pilotes, en tout cas ceux qui sont en position de gagner, les techniques de pilotage sont derrière. En fait, on sait faire les figures. Ce qui est extrêmement difficile, c'est de les faire, là c'était du mauvais temps, hein, c'est de les faire dans les conditions du jour. Ce qui est difficile, c'est qu'il y ait beaucoup de vent, mais c'est surtout d'avoir attendu. Moi, je regardais les résultats tous les jours et je voyais rien. Une semaine sans vol, sans rien. On se dit, c'est le lendemain. Chaque pilote a le temps de se faire un cinéma d'enfer pour se dire, c'est pas possible, j'ai pas de chance, et puis je vais passer le dernier, je vais passer le premier. On a l'impression que le ciel va vous tomber sur la tête. Et ce qu'il faut, c'est réussir à faire proprement quelque chose qu'en fait on sait faire, mais qu'il faut réussir à faire malgré cette difficulté, malgré le stress, malgré l'enjeu qu'on met, qui fait qu'on va être soit meilleur, soit moins bon. Parce qu'au moment du championnat même, si vous essayez de vous détendre, et c'est pas toujours utile, parce que souvent on donne le meilleur de soi-même parce qu'on a une bonne dose de stress, eh bien il faut que cette dose de stress elle vous conduise à ça, et c'est ça la vraie grande difficulté. C'est-à-dire que les pilotes soient capables de tenir. Je me souviens très bien, en 2000, le dernier championnat, de rouler, de se dire, bon, il y a un programme à faire là, il y a 8 minutes de vol à faire avec des choses difficiles, ça sert à rien que je réussisse bien chez moi dans 2 jours. Il faut voler maintenant bien. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et cette année, ils ont été particulièrement gâtés parce qu'il faisait quand même une météo effroyable. Donc tous les jours, c'était pas bon. Donc on dort mal, se réveille le matin, waouh, le ciel est encore bas, ça va peut-être se lever, mais on n'est jamais tranquille, on n'est jamais sûr qu'il va faire mauvais jusqu'à la fin de la journée. Donc il faut attendre, il faut tenir le coup, et en fait les gens sont épuisés par l'attente nerveuse, bien plus que par les 4 fois 10 minutes de vol, qui en fait sont rien. Sauf qu'il faut les faire bien au bon moment, et c'est ce qu'ils ont réussi. Bravo. Avez-vous d'autres questions? Oui. Monsieur Claude Labbé. Pour rebondir sur ce que vient de dire Madame Honory, à propos de la gestion du stress, de faire donner le meilleur de soi-même le jour J et au moment, à l'instar de ce qui se passe pour les autres disciplines sportives, qu'est-ce que vous avez comme préparation pour faire front justement à toute cette gestion du stress et faire en sorte que vous soyez prêt à la minute près? Merci. Alors c'est une excellente question. Alors concernant la préparation mentale, je dirais que là, personne n'est, enfin, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui vont trouver un équilibre personnel et puis vont être très confiants et sûrs d'eux tout au long de la saison.
et seront prêts le jour J parce qu'ils savent que l'entraînement qu'ils ont réalisé les amèneront une telle confiance en soi que ça se passera bien le jour J. Et puis, donc ça c'est, on va dire, la méthode peut-être un petit peu empirique pour les gens qui n'ont pas besoin d'aide à ce niveau-là. Depuis quelques années, on nous parle de plus en plus de préparation mentale. Alors, moi, à titre personnel, c'est quelque chose avec lequel je n'ai pas forcément énormément d'affinité, mais ça peut donner des résultats chez certains pilotes ou certains sportifs. Donc on voit quand même que le sport, à ce niveau-là, essaye de se je ne vais pas dire se professionnaliser, mais en tout cas essaye de laisser le moindre de part d'ombre et d'amener chaque sportif vers la préparation optimale. Donc on a également, si possible, accès à des préparateurs mentaux qui vont amener les gens meilleurs d'eux-mêmes au bon moment. Petite question toute simple. Comme vous êtes des voltigeurs professionnels avion, est-ce que vous avez déjà tenté de la voltige en planeur? Et si oui, est-ce qu'on apprend ça de façon beaucoup plus détendue, simpliste, parce que les forces empoissantes et les vitesses sont beaucoup plus faibles? Alors moi en fait j'ai commencé par le planeur avant de venir au vol moteur. J'ai même commencé en fait à faire quelques évolutions en planeur, c'était un DG500 donc on va dire que le style de pilotage paraît beaucoup plus souple. Après dans le planeur aussi c'est un élément qui est peut-être un petit peu fondamental, c'est qu'on est très allongé dans un planeur. Et quand on est très allongé, le corps a une meilleure résistance au G, donc c'est déjà naturellement plus doux pour le corps. Et effectivement, les évolutions telles qu'elles vont être pratiquées en voltige de compétition planeur, dans un premier temps, vont être plutôt très souples. Alors qu'en voltige moteur, aujourd'hui le voltige de compétition, c'est un petit peu la critique qui lui est faite, c'est que ça donne des évolutions extrêmement dynamiques, qui sont peut-être jugées parfois par certains puristes, mais après c'est subjectif, qui sont jugées comme un petit peu trop saccadées et brutales. Par contre, aujourd'hui, la voltige de compétition telle qu'elle se pratique en planeur devient également aussi assez rugueuse, puisqu'il y a des trajectoires qui sont aussi un peu cassées, parce qu'elle veut s'inspirer un petit peu de ce qui se fait en vol moteur. Et donc pour répondre à la question, entre le vol moteur et le vol planeur, il y a beaucoup de similitudes. Après, peut-être l'esprit, effectivement, vers le planeur, ça va vers un peu plus de souplesse, parce que l'avion évolue plus lentement, le taux de roulis est beaucoup plus calme aussi. Et donc, je dirais que c'est un tout petit peu différent. Merci. Une autre question? Oui. Oui, tout à fait. Une question toute simple et toute bête, qui va vous paraître certainement toute bête. Pourquoi plus la voltige? Quel est cet appel que vous avez? Parce que ça peut être piloter un avion de tourisme, piloter un avion de ligne. Qu'est-ce qui a fait chez vous ce déclenchement de faire de la voltige? Est-ce que c'est de ressembler encore plus à un oiseau? Est-ce qu'une certaine liberté? Est-ce que c'est un appel vers tous les défis encore plus inaccessibles? Cet esprit de compétition, justement? Et quand vous arrivez à tout concourir et à réussir, formidablement d'ailleurs, quand vous ne volez pas, est-ce que vous avez plus envie toujours de faire de la voltige ou de voler tout simplement? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, c'est difficile à exprimer. Je crois qu'il y a un grand plaisir technique à piloter la voltige. Moi, c'est vrai que j'ai commencé pour ça, mais on a tous des raisons. Moi, je connais ta famille, donc je connais déjà la tienne un peu. Mais aussi, j'avais un père qui volait un aéroclub où l'instructeur était Marcel Charolais. Donc, j'ai vu ça à 8 ans et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et ça m'a toujours paru passionnant, à la fois de faire des figures, d'évoluer dans les 3 dimensions et de pouvoir vraiment utiliser l'espace alors qu'on ne le fait pas vraiment quand on se promène. Et c'était ça bien avant le goût de la compétition. Il se trouve que comme je devais être plutôt à droite, on m'a proposé très rapidement de faire de la compétition. Et là, je me suis juste rendu compte que j'étais une mauvaise perdante. Et donc, ça me donnait
un peu envie de gagner, et c'est vrai que j'ai été une compétitrice, moi, acharnée. J'ai bien aimé ça, finalement. Je ne suis pas sûre que j'ai bien aimé ça. J'ai eu envie de le faire, avec toujours l'envie de faire le mieux possible. Il ne m'a jamais gêné de travailler beaucoup. C'est-à-dire que pour que ce soit précis, il faut un boulot fou, et ça ne m'ennuyait pas du tout. Par contre, autant j'aime voler, et vous voyez, là, j'ai emmené mon avion à Dijon il y a un samedi, et c'était la fin de l'hiver, en fait, j'avais pas beaucoup volé, j'ai emmené de Chartres à Dijon pour la révision, et j'ai eu un moment où j'ai eu presque les larmes aux yeux en volant, en me disant « Waouh, c'est quand même extraordinaire d'avoir ce recul, de jouer l'horizon, il faisait beau, pas de stress météo. » Et je me disais « J'aime vraiment ça. » Mais ce que j'aime vraiment aussi, c'est quand je commence à faire de la voltige, et même maintenant où j'ai arrêté en 2000 de faire de la compétition, où je continue à voler, quand je vole, je pense voltige. Là, je faisais un convoyage, mais c'était pour emmener un avion de voltige. Et je ne pourrais pas dire exactement pourquoi, peut-être parce que je l'ai vu enfant, c'est comme les petites oies de Coram Lorenz. J'aime vraiment beaucoup plus la voltige que tout le reste. Mais je ne pourrais pas vraiment complètement l'expliquer, hein. C'est comme la danse ou des choses comme ça. Si on pouvait l'expliquer, on n'aurait peut-être plus besoin de le faire. Mais il y a certainement beaucoup de plaisir à la maîtrise totale de l'avion, parce que j'avais un petit peu peur en avion quand j'avais 16 ans, que je commençais, et à partir du moment où j'ai su faire de la voltige, ça m'a rassuré. Et ensuite, j'ai toujours eu envie de réussir à faire un peu mieux, un peu mieux. Et encore maintenant, c'est quand même la voltige que j'ai envie de faire, beaucoup plus que le voyage, je ne suis pas tentée. Autre question. Je me demandais, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette discipline extrêmement difficile, où il faut une rigueur absolue. Bon. Mais la deuxième question surtout, est-ce que vous avez des jeunes derrière vous qui vous suivent, qui vous admirent et qui sont susceptibles demain de prendre la relève? C'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'en 2014, 2015, 2016, si vous ne vous présentez plus aux compétitions estimant que vous avez passé la période, est-ce que vous avez la relève qui est assurée? C'est ça qui est important. Pour que la France soit toujours représentée au niveau mondial. Merci. Alors, je vais répondre de manière complète à la question cette fois. Alors, concernant la relève et les jeunes qui pratiquent la voltige, il y en a beaucoup, puisque en fait, on se rend compte que la voltige, ça fait rêver beaucoup de monde. Il y a tous les pilotes que je connais qui arrivent, sont des passionnés, sont prêts à investir beaucoup de leur temps, de leur argent et de leur vie pour pratiquer la compétition, parce qu'ils aiment ça, ils aiment les avions, ils aiment le milieu. Et on a beaucoup de jeunes pilotes qui commencent à s'inscrire aux compétitions, qui passent les niveaux progressivement et même des fois rapidement. Donc on a un réservoir de jeunes pilotes aujourd'hui en France qui est là. Alors après, je vais relativiser cet aspect-là en disant que pour la voltige de haute compétition à dernier niveau, il faut des jeunes, mais il faut aussi beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, c'est beaucoup d'expérience. Donc il y a bien entendu, il y a quelques exceptions, c'est-à-dire des pilotes qui sont arrivés à un niveau très important en très peu de temps. Mais par contre, quand ils l'ont fait, c'était avec un entraînement mais intensif, qui n'a rien à voir avec l'entraînement médium de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et on estime qu'aujourd'hui, un pilote qui peut gagner un championnat du monde à haut niveau, c'est quelqu'un qui va repasser entre 6 et 10 ans à ce niveau-là pour gagner. Donc il faut beaucoup d'expérience. Le dernier champion du monde que l'on a, qui est français, donc qui est François Levotte, qui fait partie de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, a commencé à ce niveau-là en 2003 à peu près. Donc il a pratiqué 10 ans à ce niveau pour gagner son premier championnat du monde. Donc on voit que si on a besoin d'un réservoir de jeunes pilotes, et il est là, on voit aussi que pour gagner, pour véritablement assurer tout de suite une relève avec un niveau compétitif, il faut beaucoup de temps. Alors, en tout cas, c'est ma vision. Je ne sais pas si Catherine en a une autre. Non, c'est la même chose, parce que les pilotes les plus rapides, je pense à un Renaud Écal,
avait quand même 10 ans de pilotage derrière lui, parce qu'il devait avoir 25 ans, quelque chose comme ça, mais il a commencé à voler à 15 ans. Et dès qu'il a commencé la voltige. La voltige, donc il a été très rapidement, à 18-19 ans, il était déjà au niveau international. Donc même en étant champion très jeune, il avait 7-8 ans derrière lui, et c'est extrêmement rapide, effectivement. Donc les jeunes deviennent moins jeunes le temps de gagner, alors il faut refaire derrière, certainement, sans arrêt des problèmes. Mais il y a beaucoup de gens intéressés, je crois. J'avais fait aussi une école avec des jeunes, bon, après j'ai arrêté d'autres choses, mais il y a beaucoup de gens, l'argent les arrête un peu, il faut pouvoir payer. Souvent, on commence à aider des gens quand ils arrivent au niveau équipe de France. Alors, c'est le problème, il faut arriver jusque-là, donc il faut avoir un petit peu les moyens de leur donner un coup de main au départ. C'est certainement un des problèmes du sport. Et puis tu le dis, ça demande de la maturité, ça demande de l'expérience. On le voit d'ailleurs dans d'autres choses, hein. Je le vois par exemple dans les courses Red Bull, où ils ont beaucoup de mal à mettre des jeunes pilotes, non pas parce qu'ils n'ont pas de volontaires, mais parce que malgré tout, cette année, ils ont arrêté plusieurs années. L'idée de la marque, d'une marque comme ça, c'est d'avoir des jeunes pilotes, c'est pas d'avoir des pilotes qui ont passé 40 ans, parce que ils veulent vendre aux gens qui ont 20 ans, 25 ans. Mais ils n'arrivent pas à ce qu'ils soient en état de faire ces courses-là à cet âge-là. Dès qu'ils ont trop baissé ou les niveaux, il y a eu quelques soucis. Donc l'équipe qui est reprise est quand même une équipe qui a de la maturité. L'aviation, c'est un sport qui demande et que les gens peuvent supporter physiquement. Donc comme on peut se permettre de vieillir un peu, c'est pas comme un nageur, forcément la moyenne des compétiteurs est plus âgée. Une autre question, peut-être pour conclure sur ce sujet. Ah, deux questions. Ma question est la suivante. C'est au point de vue de la résistance des cellules. Je pense bien sûr aux efforts subis en voltige par l'avion. Je pense surtout à la casse du capitaine Delorme à Saint-Étienne, dont l'avion a cassé en vol. Comment vous surveillez tout ça, les longerons Alors, bon, je vais essayer d'y répondre avec la casquette de la DGAC cette fois. Hein. Donc, concernant le vieillissement des cellules, il y a eu une énorme avancée technologique à partir des années 94-95 et l'apparition du carbone. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus de recul sur ce matériau-là. Donc déjà, ce matériau a révolutionné la technique de vol, puisque les ailes ont été beaucoup plus rigides et les techniques de pilotage ont été obligées de s'adapter. On a des taux de roulis beaucoup plus importants et la sensation du pilote est un petit peu différente aussi. Et concernant le carbone, dans les années 80, on se posait beaucoup de questions avec les planeurs qui volaient concernant comment ça résiste à la fatigue. Et on a commencé à mettre en place beaucoup de normes de sécurité, alors surtout lors du design et un peu moins lors de la surveillance, parce qu'il faut bien reconnaître au niveau de l'aviation légère, les moyens de surveillance qu'on peut avoir par exemple sur l'aviation un petit peu plus de transport, comme les ultrasons, les courants de Foucault, qui ne s'appliquent pas ici au carbone, tout ça c'est pas trop à la portée en fait de l'aviation légère. Donc l'idée, ça a plutôt été de dire, on va mettre des coefficients de sécurité un peu plus importants avec l'utilisation de ces fibres-là, et on va voir comment ça vieillit dans le temps. Et aujourd'hui, on a plutôt un recul très serein concernant le vieillissement de ces fibres de carbone. Donc on l'a constaté avec les planeurs. On le constate également avec les ions de voltige. Donc maintenant, il y a les 3/4 des ions de voltige sont faits tout carbone. Et on peut dire qu'on a un très bon recul maintenant dans le temps avec ces avions-là. Et concernant l'accident de Jean-Michel, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'était je pense que la notion même de vieillissement était un petit peu plus difficile à déterminer. Oui, ma question va concerner également le matériel. Vous avez volé sur Cap, madame. Vous êtes une des pionnières de l'extra en France. Est-ce qu'on va dire à moyen terme,
on peut espérer qu'un champion du monde français volera sur un avion français? Je suis sur Cap cette année, donc c'est bon, hein, tout va bien. Et il viendra champion. Et les Cap 10 dans la DGAC, leur échéance, c'est quel terme? Alors là, je ne sais pas, il faudrait demander au directeur de l'ENAC ce qu'il projette de faire avec ces avions-là. Les Cap sont des très bons avions. Hein. Effectivement, depuis 4-5 ans, on voit la concurrence des avions de l'Est, donc les extras et les extrêmes, qui sont de très bonnes machines. C'est vrai que Auguste Mudry, dont on a vu un très rapide témoignage pendant le film, a complètement lancé la voltige française, donc on lui doit beaucoup. Et c'est vrai que moi ça me fait un peu mal de voir qu'aujourd'hui les entreprises françaises qui ont été des pionnières il y a 20 ans ont malheureusement pas été en mesure de tenir la dragée haute à la concurrence des autres pays. Donc on se retrouve effectivement avec des très bonnes machines qui sont les Cap, un petit peu vieillissantes parce que aujourd'hui les entrepreneurs français n'ont pas pu, faute d'un contexte et de moyens, pérenniser à long terme ce savoir-faire. Donc on a un club, enfin on a quelques clubs quand même en France qui conservent ces Cap parce qu'ils estiment que l'avion est compétitif. Moi je fais partie encore des gens qui pensent que cet avion n'est pas déplacé pour gagner. Et on verra à long terme ce que ça peut donner. Et Aude a gagné sur Cap effectivement l'an dernier. Donc, mais c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui d'un entrepreneur français qui pourrait peut-être essayer de reprendre un peu la main sur tout ça. Une ultime question, parce que malheureusement le temps tourne. Non. On peut remercier. Ah, si, quelqu'un que je n'aurais pas vu. Ah oui. Excusez-moi. On vient de parler de la résistance des avions. Moi, je voudrais parler de la résistance des pilotes. Est-ce que, d'un point de vue médical, on risque pas d'avoir à moyen terme des soucis de ce côté-là, vis-à-vis de figures qui sont de plus en plus entre guillemets endommageantes pour les pilotes? Honnêtement, je ne sais pas si elles sont endommageantes. Il y a eu un petit retour en arrière parce que je dirais 99, puisque moi j'ai arrêté en 2000, on faisait des libres en 6 figures. Donc des livres plus durs que maintenant. Et on est revenu un petit peu en arrière, justement, après les difficultés qu'avaient eu les avions, et pas vraiment encore les pilotes, mais donc il y a une espèce de surveillance pour ne pas exagérer ni augmenter la difficulté des figures. Et en réalité, quand on est dans des programmes qui sont durs, physiquement en championnat, malgré tout, on fait moins de négatifs. Souvent, quand on est débutant, on fait des passages par l'avant, des trucs assez difficiles en négatif, qui sont longs et moins forts en G, et qui finalement sont très fatigants. Alors que quand on est dans des championnats assez haut niveau, on est avec des déclenchés de choses qui sont des G très courts. Je pense que quelqu'un qui aurait un problème de santé au départ, un anévrisme non connu, quelque chose comme ça, on prend certainement un risque en faisant de la voltige comme ça. À partir du moment où on a tenu un certain nombre de temps, c'est probable qu'on n'en a pas, et on s'aperçoit qu'a priori, les gens n'ont pas plus de problèmes de santé, et le supportent assez bien. Je crois qu'il y a des gens qui ne le supportent pas s'ils ont une oreille interne un peu fragile. L'organisme, vous savez, s'adapte quand même énormément. Pour exemple, c'est en début de saison, quand vous commencez à pousser ce qu'on appelle en négatif, vous avez ce qu'on appelle les petits pétéchis sur les yeux, les petits points rouges, c'est-à-dire le sang qui passe à travers les vaisseaux, et au bout de 3 vols, ça n'existe plus. Donc l'organisme s'habitue, et tu me diras si je me bêtise, mais j'avais vu une étude américaine qui disait qu'en réalité, les vaisseaux apprenaient à résister et que peut-être qu'on ne se fait pas forcément de mal en faisant de la voltige. Mais bon, nous on a envie de croire ça maintenant.
Bah écoutez, si, une dernière question. Patrick. Boucler la boucle, si vous permettez, je voudrais savoir si vous imagineriez aujourd'hui faire un looping sur un Blériot 11 comme Pégou a pu le faire en 1913. Moi jamais, hein, hors de question. Je ne sais pas si la DGAC le permettrait non plus. C'est une question qui n'attend pas forcément de réponse, je vous remercie. D'accord. Ben écoutez, je crois qu'il nous reste à remercier Mme Catherine Monory et M. Alexandre Le Boulanger. Et maintenant, vous pouvez les applaudir, oui. Et maintenant, ça va être la pause qu'on avait prévue.